On estime en France à 270 000 agressions sexuelles, viols ou tentatives de viol par an désormais, et à 1,14 million le nombre d'agressions sexuelles non physiques, du style envoi, exhibition, envoi de photos malsaines, enfin ce genre de choses. On pense que 90% des femmes, selon le bureau de l'ONU, migrantes, subissent des agressions sexuelles. Une migrante, d'ailleurs, a 18 fois plus de chances de se faire violer qu'une Française en France. L'immigration est une malchance pour tout le monde, les femmes autochtones, les femmes européennes, comme les femmes migrantes. Donc il est nécessaire, quand on fait une politique d'immigration, d'avoir en tête que c'est aussi une politique féministe. Il y a un constat assez simple qu'on peut faire et qui ne devrait pas être polémique, c'est que de toute façon, aujourd'hui, l'immigration clandestine, mais l'immigration légale pose question aussi à ce niveau-là, c'est l'arrivée en masse d'hommes issus de sociétés ultra-patriarcales, parfois misogynes, parfois de sociétés où un certain nombre de principes sont totalement opposés aux nôtres. Donc, tout ce qui arrive là actuellement n'est pas en fait quelque chose de très surprenant. Ce sont simplement les conséquences d'une immigration incontrôlée, d'une immigration de masse et d'une immigration surtout de pays qui ne sont pas des pays européens et occidentaux et qui répondent donc à des mœurs qui sont différentes. Je prends un exemple, dans des sociétés où la charia règne, le viol conjugal n'est pas reconnu comme un viol, il est totalement légal. À partir de ce moment-là où on a un droit qui est différent du droit d'hommes qui arrivent en masse chez nous, il est évident que de toute façon, le sexisme et les violences faites aux femmes vont augmenter dans le pays qui accueille. Le contrôle des frontières est évidemment aujourd'hui quelque chose d'essentiel. On ne peut pas être féministe et être pour l'immigration telle qu'elle est pratiquée actuellement. C'est mettre volontairement en danger les femmes que d'entrer dans ce schéma-là. Un autre phénomène d'amplification, la surexposition à la pornographie, qui constitue presque maintenant un tutoriel de vie affective face à des enfants qui n'ont que des écrans, comme ça l'éducateur, c'est un vrai phénomène. Il faut le prendre en compte, il faut le traiter. Et évidemment, tous ces phénomènes amplificateurs prennent leur plein essor face au laxisme judiciaire. On estime seulement à 1% le nombre de violeurs condamnés en France, statistique absolument délirante en termes de sécurité des femmes. Donc voilà, il y a énormément de processus aussi judiciaires et politiques de fermeté à avoir afin que les femmes soient protégées en Europe. On est face à un néo-féminisme qui est plutôt de l'extrême gauche qui utilise le féminisme pour faire passer son agenda politique. Je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, on est face à ce qu'on va appeler de l'intersectionnalité, c'est-à-dire les minorités s'allient pour lutter contre ce qu'on va appeler les dominants, c'est la théorie de Bourdieu. Aujourd'hui, les néo-féministes utilisent ça, c'est-à-dire qu'elles vont s'allier avec des minorités telles que les migrants, qui en font partie, pour lutter contre un prétendu dominant commun. Le souci est qu'elles ne se rendent même pas compte que les alliés qu'elles ont aujourd'hui peuvent être eux-mêmes des dominants et des oppresseurs et elles vont préférer donc rentrer dans cette logique, et logique là encore je vous le dis d'extrême gauche. Il y a tout un tas de violences aussi qu'elles vont taire et qu'elles vont cacher. On a l'exemple de Claire Girolami que l'on connaît malheureusement par cœur, qui a même été traitée de raciste quand elle a commencé à dénoncer le fait que son agresseur avait déjà violé une jeune fille auparavant et qu'il était sous OQTF, donc que son viol aurait pu être épargné. C'est le même fait avec Philippine, donc cette jeune fille qui a été tuée dans le bois de Boulogne. Le criminel qui a violé et tué Philippine avait violé 6 ans auparavant et il était sorti de prison. Donc on voit bien qu'à tous ces niveaux-là, le féminisme aujourd'hui est en retard, est à la traîne. On voit même d'ailleurs certaines militantes qui veulent même abolir les peines de prison et qui militent pour une justice toujours plus laxiste sous prétexte de réinsertion, on ne pense jamais aux victimes. C'est un peu tout le problème de l'époque, c'est-à-dire que la convergence des luttes que prônent les associations féministes en fait, s'écrasent sur le mur de leur incohérence. Parce qu'il y a une incohérence à défendre la sécurité des femmes et les femmes, leur corps, leur liberté sexuelle, quand on importe des gens par millions qui sont profondément hostiles à ça et qui estiment même qu'une femme ne doit pas avoir de compte en banque ou ne pas chanter comme en Afghanistan ou en Iran. On prend l'exemple hyper frappant du Royaume-Uni où pendant des années, des prédateurs sexuels, notamment de la communauté pakistanaise, ont pu violer et droguer des jeunes filles, des mineurs. Et l'ensemble aussi bien des organismes psychosociaux que des organismes de médiation et de la police comme la justice ont préféré taire ces crimes, en tout cas les étouffer. Selon elle, en fait, une femme blanche, elle peut être victime de viol si l'agresseur est lui-même blanc. Et là, ça justifiera qu'il puisse être dénoncé. Si l'agresseur est issu d'une minorité oppressée, on ne le dénoncera jamais.
les personnes LGBT seraient des personnes oppressées, faisant partie des dominés, et donc les féministes s'allient avec les dominés, les LGBT, pour lutter contre les dominants. Malheureusement, le fait est que les droits des LGBT aujourd'hui peuvent être, selon nous en tout cas, contraires à ce qui pourrait être de l'ordre de la dignité ou juste de la protection des femmes. L'élection de Donald Trump, qui a justement remis des bases, en fait, somme toute scientifiques, sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, basées sur la génétique. Je pense qu'il va y avoir en plus un regain de crispation sur cette question-là au sein de l'Union européenne, ce qui est fort dommage. Il y a un vrai sujet sur cette question de la sécurité des femmes. C'est assez amusant parce que finalement, les institutions européennes passent leur temps à déplorer et à pleurer sur le complotisme, faute de preuves scientifiques, ce qu'ils ont raison de faire. Mais là, la science parle, en l'occurrence la génétique. Il y a un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a la question trans, il y a la question du 7 octobre. On n'a jamais entendu les néo-féministes le dénoncer, ou alors vraiment du bout des lèvres. Il y a tout un tas en fait, d'exemples très concrets qui arrivent et qui montrent que oui, le néo-féminisme est en fin de vie.